Et je dirais presque que nous en avons, moi aussi, puisqu'on fait de l'histoire à ce sujet, comme si d'expliquer un auteur comme Freud par les influences, par la plus ou moins grande homonymie de telles de ses formules avec celles qui ont été employées avant lui par un penseur, dans un contexte différent, était quelque chose qui avait en soi sa portée. Je veux dire la portée essentielle. Pourquoi n'en ferais-je pas, moi aussi, autant, puisque c'est un exercice auquel on se livre? Et je vous dirais qu'à certains moments, c'est ce que fait Freud pour nous expliquer à l'aide de quoi s'opère cette activité de retour, cette activité de retenue. Je veux dire comment l'appareil qui supporte les processus seconds opère pour contourner les déchaînements des catastrophes, entraînant fatalement, à un temps de trop ou de trop peu, le laisser aller à soi-même de l'appareil du plaisir. S'il le lâche trop tôt, ce sera le mouvement. Et comme le mouvement sera déclenché simplement par un Wunschgedanke, le mouvement sera forcément douloureux, aboutira à un déplaisir. S'il intervient par contre trop tard, c'est-à-dire si cet appareil ne donne pas cette petite décharge qui ira dans le sens d'une épreuve, d'une tentative grâce à quoi un commencement de solution adéquate pourra être donné dans l'action, si c'est un temps trop tard, ce sera au contraire alors la décharge régressive, c'est à savoir l'hallucination, elle-même également source de déplaisir. Ce fonctionnement de l'appareil, en tant qu'il supporte le principe de réalité, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous paraîtra singulièrement proche de ce dont, quelque part, quand Aristote se pose la question de savoir comment celui qui sait peut être intempérant, dont Aristote donne plusieurs solutions? Je passe les premières qui font intervenir des éléments concernant le syllogisme, à proprement parler des événements dialectiques, qui sont en fin de compte assez loin de notre intérêt dans cette occasion. Mais il en donne aussi à un moment une tentative de solution non pas dialectique, mais en quelque sorte plus physique. Mais c'est tout de même sous la forme d'un certain syllogisme du désirable qu'il nous le promeut. C'est à savoir sous la forme d'une certaine prise de notions universelles, comme par exemple ce qu'il exprime dans le livre 7 sur le déplaisir, précisément dans le chapitre 3 de ce livre. Je crois qu'il vaut la peine d'être lu tout entier, à la présence de la proposition universelle « il faut goûter à tout ce qui est doux », il y aurait une mineure particulière, concrète. Ceci est doux. Et ce serait dans l'erreur portée sur le jugement particulier de cette mineure que résiderait le principe de l'action erronée. Pourquoi? En quoi? Justement en ceci que le désir, en tant qu'il est sous-jacent, évoqué par la proposition universelle « il faut goûter à tout ce qui est doux », ferait surgir ce jugement erroné concernant l'actualité du doux, du prétendu doux, vers lequel l'activité se précipite. Assurément, nous avons là quelque chose dont nous ne pouvons manquer de penser que Freud, qui en 1887 avait assisté au cours de Brentano sur Aristote, a ici quelque chose qu'il retrouve, mais retrouve d'une façon purement formelle, avec un accent complètement différent, une sorte d'articulation du problème proprement éthique comme tel, qu'il retranspose dans la perspective de sa mécanique hypothétique, qui n'est pas plus une psychologie que n'importe laquelle des autres qui ont été élucubrées à la même époque. Car ne nous faisons pas illusion, en psychologie, rien ne vaut mieux jusqu'à présent que l'Entwurf de Freud. Tout ce qui a été élucubré sur le fonctionnement psychologique, pour autant que les appareils nerveux pourraient bien rendre compte de ce qui est concrètement pour nous le champ de l'action psychologique,
garde le même aspect d'hypothèse farfelue. Ce dont il s'agit avec Freud, c'est de la reprise d'articulations logiques, syllogistiques, qui ne sont rien d'autre que les mêmes qui ont toujours été mises par les éthiciens dans le même champ, en exercice, mais auquel Freud donne une toute autre portée. Si nous pensons à ceci, nous l'interprétons dans son véritable contenu qui est celui-ci, et ceci que je vous enseigne. C'est que orthos logos, dont il s'agit pour nous, ce ne sont pas justement des propositions universelles. L'orthos logos dont il s'agit pour nous, c'est la façon dont je vous apprends à articuler ce qui se passe dans l'inconscient. C'est le discours qui se tient au niveau du principe du plaisir. Et c'est par rapport à cette orthos, entre guillemets d'ironie, que le principe de réalité a à guider le sujet pour qu'il aboutisse dans une action possible. Le principe de réalité, donc, se présente dans la perspective freudienne comme tel, comme s'exerçant d'une façon qui est essentiellement précaire. Nulle philosophie jusque-là n'a poussé si loin dans ce sens, non pas dans la mise en question de la réalité comme telle, elle n'est certes pas mise en question au sens où les idéalistes ont pu la mettre en question. Auprès de Freud, les idéalistes de la tradition philosophique sont de la petite bière, car en fin de compte, cette fameuse réalité, ils ne la contestent pas sérieusement, ils l'apprivoisent. Cela consiste à nous dire que la réalité, c'est nous qui en donnons la mesure, et qu'il n'y a pas à chercher au-delà. La position dite idéaliste est une position de confort, celle de Freud, comme d'ailleurs de tout homme sensé, est bien autre chose. La réalité est précaire. Et c'est justement dans la mesure où son accès est si précaire que les commandements qui en tracent la voie sont des commandements tyranniques. Les sentiments, en tant que guide vers le réel, sont trompeurs. L'intuition qui anime toute la recherche auto-analytique de Freud ne s'exprime pas autrement par rapport à cet abord exigé de l'homme vers le réel. Son procès même, d'abord, ne peut se faire que par la voie d'une défense primaire. L'ambiguïté profonde de cet abord s'inscrit en termes d'abord de défense qui existe déjà, avant même que se formulent les conditions du refoulement comme telles. Et pour bien mettre l'accent sur ce que j'appelle ici le paradoxe du rapport au réel dans Freud, je voudrais vous mettre ceci au tableau. Depuis que vous êtes bercé avec ces deux termes, les choses semblent aller toutes seules. Et il est bien clair qu'en gros, encore que vous sachiez bien entendu qu'en gros, c'est d'un côté l'inconscient, c'est de l'autre côté la conscience dont j'ai donné ici tout au moins les pôles sous lesquels se manifesteront au niveau de la connaissance l'opposition de cet appareil, je vous prie pourtant d'attarder ici votre attention pour suivre les points que je vais essayer de vous faire remarquer. C'est à savoir, à quoi sommes-nous amenés à articuler l'appareil de perception comme tel? À la réalité, bien sûr. Néanmoins, qu'est-ce que la nouveauté même apportée par Freud nous permet de poser en fait, à tout le moins, si nous suivons son hypothèse? C'est que s'il y a quelque chose sur quoi en principe s'exerce le gouvernement du principe de plaisir, c'est là la nouveauté apportée par Freud, c'est précisément cette perception. Le processus primaire, nous dit-il dans la partie 7 de la science des rêves, tend à s'exercer dans le sens d'une identité de perception. Peu importe qu'elle soit réelle ou hallucinatoire, elle tendra toujours à s'établir. Si elle n'a pas la chance de se recouvrir avec le réel, elle sera hallucinatoire. Et c'est là tout le danger du cas où le processus primaire gagne à la main.
D'autre part, le processus secondaire, à quoi tend-il? Ceci, livre 7 également de la science des rêves, mais c'est déjà articulé dans l'Entwurf, à quelque chose, nous dit Freud, qui est une identité de la pensée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout le fonctionnement intérieur de l'appareil psychique, nous reviendrons la prochaine fois sur la leçon dont nous pouvons le schématiser, est quelque chose qui est exercé dans le sens d'un tâtonnement, d'une mise à l'épreuve rectificative grâce à quoi le sujet, conduit par les décharges qui se produisent d'après les Bannungen déjà frayés, fera la série d'essais, de détours, qui peu à peu l'amèneront à l'anastomose, au franchissement de la mise à l'épreuve du système environnant, à ce moment-là dans l'expérience des divers objets présents par rapport à ce qui forme la trame de fond de l'expérience, à savoir, si l'on peut s'exprimer ainsi, la mise en érection d'un certain système de Wundt ou d'Erwartung, de plaisir défini comme le plaisir attendu, et qui tend de ce fait à se réaliser dans son propre champ d'une façon autonome, qui en principe n'attend rien du dehors pour se produire, pour aller directement donc à la réalisation la plus contraire à ce qui tend à se déclencher. La pensée, donc, devrait nous paraître, dans ce premier abord, être quelque chose qui, se trouvant au niveau du principe de réalité, est à mettre, si vous voulez, dans la même colonne. Il n'en est pourtant rien, car ce procès, tel qu'il nous est décrit par Freud, est, nous dit-il, par lui-même et de sa nature, inconscient. Entendons qu'à la différence de ce qui parvient au sujet dans l'ordre perceptif venant du monde extérieur, rien de ce qui se produit au niveau de ses essais, de ses tentatives, où dans le psychisme par voie d'approximation se réalisent les frayages qui permettront au sujet une adéquation, rien de ces frayages n'est comme tel perceptible.